Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Héraclès, la chaîne qui analyse l'actualité sous un point de vue historique. Alors pour ce nouvel épisode, je vais vous proposer d'analyser une personnalité particulièrement controversée de notre époque contemporaine, quelqu'un qui défraie la chronique de façon assez régulière, le président turc, le fameux Erdogan. D'abord considéré comme progressiste et efficace, le tournant autoritaire qu'a pris son pouvoir dans les années 2010 a fait de lui un personnage particulièrement clivant. Soutenu par les classes populaires turques mais en tension avec une partie de sa population et surtout avec l'Occident, on l'accuse également de plus en plus de vouloir créer un nouveau sultanat ottoman. Et de ce fait, on l'appelle le nouveau sultan. Pour autant, peut-on dire que l'ambition d'Erdogan est de créer un nouvel empire ottoman? Un décryptage s'impose. Nous sommes en 1798 et Bonaparte vient d'envahir l'Égypte ottomane. Après une succession de défaites comme l'humiliante bataille du Mont Tabor, l'Empire ottoman décide d'opérer une réforme de son armée et de son administration en s'inspirant du modèle occidental. En 1821, la Grèce s'émancipe de l'Empire ottoman, provoquant à nouveau une nouvelle défaite humiliante pour l'Empire. Entre 1839 et 1876, des réformes voient le jour, ce sont les Tanzimat. La société secrète des jeunes ottomans pousse à ces réformes qui prennent notamment pour exemple la France de Napoléon III. Cependant, en 1876, le sultan Abdülhamid prend le pouvoir et abolit la constitution ottomane, bloquant les réformes nécessaires à cet empire que l'on appelle bientôt l'homme malade de l'Europe. À partir de 1878, l'Empire ottoman commence à se disloquer. Les nationalismes montent dans de nombreux territoires et le despote éclairé qu'est le sultan Abdülhamid perd progressivement la main. En 1908, la révolution des jeunes Turcs éclate. Elle est menée par des officiers ottomans turcs lassés des défaites et qui revendiquent leur nationalisme turc. La constitution libérale abolie par le sultan est rétablie. Ceci n'empêcha pas l'Empire de continuer de s'enfoncer dans le chaos avec la perte de la Bulgarie et de la Bosnie. Le nouveau sultan, Mehmed V, fait face à de nombreux conflits qui achèvent quasiment l'Empire. En 1911, c'est l'Italie qui a envahi la Libye. En 1912, l'Empire ottoman est défait par l'Alliance balkanique. Rien ne va plus dans un empire qui va continuer à sombrer pendant la Première Guerre mondiale malgré la bravoure de ses troupes. L'empire prenait depuis 1909, pour exemple, l'Allemagne, afin d'affirmer un État-nation d'inspiration occidentale. Après la guerre, il va se dérouler un tournant majeur dans l'histoire récente de la Turquie, la République kémaliste. Mustafa Kemal, dit Atatürk, le père des Turcs, est un officier issu des Jeunes Turcs, mouvement nationaliste au pouvoir durant le premier conflit mondial. Kemal prend le pouvoir suite à la guerre de 1923 contre la Grèce. Il va remporter la victoire contre les Grecs et entamer une modernisation profonde de son pays. Atatürk abolit le califat et donne rapidement le droit de vote aux femmes, impose l'alphabet latin, etc. Il veille à son image auprès de l'Occident en épousant une femme occidentalisée et impose la laïcité en Turquie. Néanmoins, cette laïcité à la turque ne fonctionnera que quand l'armée joue un grand rôle dans la politique. Le passage de Mustafa Kemal au pouvoir jusqu'en 1934 réveille le sentiment nationaliste turc en affirmant la volonté de se refermer sur la péninsule anatolienne. C'est dans ce but qu'il choisit pour capitale Ankara, au cœur de l'Anatolie. Cependant, il ne faut pas s'imaginer que la Turquie est devenue pro-occidentale. Au contraire, dès cette époque se développe le syndrome de Sèvres, du nom du traité de 1920 qui avait disloqué l'Empire ottoman. Ainsi, ce syndrome implique que les Turcs pensent toujours être victimes d'un complot des puissances étrangères visant à les réduire. Pour contrer
l'influence occidentale dans leur environnement, ils vont, dès 1921, signer un traité avec l'URSS pour obtenir de l'armement. Toute ressemblance avec l'époque contemporaine est fortuite et non avenue. C'est néanmoins à cette époque que l'État-nation turc voit le jour replié, comme je vous l'ai dit, sur l'Anatolie. Ainsi, l'armée s'impose comme le garant de l'ordre public et du fonctionnement de la laïcité qui vise à rompre avec l'héritage musulman sunnite qui est vu comme un frein au progrès. L'armée n'hésite d'ailleurs pas à réaliser des coups d'État comme en 1960, 71, 80 ou encore 97. Néanmoins, le développement économique turc reste bridé et le système politique instable pousse de nombreuses personnes à l'immigration vers l'Europe, notamment en Allemagne. Dans les années 90, un certain Recep Tayyip Erdogan devient maire d'Istanbul. Lorsqu'il était jeune, il vendait des cartes postales et du sésame dans les rues de cette grande ville. À 17 ans, il entre dans le parti islamiste turc et fait ses classes dans la droite conservatrice. En 1994, il est élu maire d'Istanbul. Avec lui monte un nouveau parti d'obédience islamo-conservatrice, l'AKP, le parti de la justice et du développement. L'un des premiers combats de ce parti va être finalement d'imposer les partis islamistes dans le paysage politique turc. En effet, l'armée veille au grain. L'armée est globalement d'obédience kémaliste. Et les kémalistes sont pour une laïcité quasiment intégrale en Turquie. Ça veut dire qu'ils sont globalement opposés aux partis qui prônent l'islam politique. Il faut savoir également que l'un des 6 piliers de la pensée d'Atatürk, donc le père du kémalisme, c'était la laïcité. Et donc forcément, il voit d'un mauvais œil la montée de l'AKP. Et donc d'ailleurs cette rivalité politique va perdurer jusqu'à aujourd'hui et va expliquer en partie les tensions qui opposent une partie de l'armée qui est restée kémaliste et à l'AKP et son pouvoir de plus en plus autocratique, comme cela va se renforcer sous Erdogan. Alors, la montée de l'AKP, globalement, elle va se réaliser en opposition aux élites traditionnelles turques. L'AKP va s'appuyer en grande partie sur les masses populaires, et c'est un parti qui compte aujourd'hui environ 10 millions de membres. Donc c'est vraiment énorme, et sur ces 10 millions de membres, il y a 4 millions qui sont des femmes. Et oui, des femmes musulmanes pratiquantes. La laïcité a finalement toujours été imposée en Turquie. Et si une partie de la population turque a adopté la laïcité et l'a tournée à son avantage, eh bien il faut savoir qu'une partie de la population, notamment dans les zones les moins développées, est restée très pratiquante et a toujours vu cette laïcité comme une menace. Donc en gros, l'AKP s'est appuyé sur le clivage qui pouvait exister entre les Turcs blancs, donc des grandes villes et des côtes est de la Turquie, et les Turcs noirs qui sont plutôt d'origine campagnarde, plus pauvres, moins développés mais plus pratiquants. Et donc ils ont mis à profit ce clivage politique-là. Quand il était maire d'Istanbul, Erdogan va également renforcer sa popularité en réalisant de grands projets d'infrastructures, notamment dans les quartiers populaires, ce qui va lui assurer d'une base militante très fidèle. Alors je vais vous lire un extrait tiré de La Nouvelle Turquie de Tayyip Erdogan. C'est un extrait écrit par Tancred Josran. Et donc il explique en fait la montée au pouvoir de l'AKP. Donc en fait il dit « À l'étatisme, l'AKP oppose la liberté d'entreprendre. Au sécularisme militant, il objecte la liberté de conscience. » Donc comme je vous ai dit, l'AKP promeut en fait la liberté de conscience des musulmans du pays. Face à la mainmise bureaucratico-militaire, l'AKP brandit la volonté populaire. De tous côtés, les adhésions affluent. Les intellectuels libéraux pensent avoir trouvé la recette qui sortira la Turquie du statu quo autoritaire. Ils servent de passeurs au discours de l'AKP en Occident. Donc là, on parle surtout de la situation au début des années 2000, quand l'AKP va faire sa montée, en fait, dans le paysage politique turc. Et donc c'est intéressant, parce qu'en fait, l'AKP a été considéré comme un parti progressiste à un moment. Donc la conjoncture est idéale. Dans le contexte de l'après 11 septembre 2001, les Américains et les Européens croient avoir découvert en Recep Tayyip Erdogan le porte-voix de l'islam modéré. L'homme qui, en arrimant la Turquie à l'Union européenne, réconciliera l'Orient et l'Occident. En 2002, Erdogan remporte les élections sur un slogan simple, mettre fin aux 3 plaies qui gangrènent la Turquie, la corruption, les interdictions et la pauvreté.
Alors, lorsqu'Erdogan devient Premier ministre en 2003, la Turquie est un régime parlementaire. C'est-à-dire que le chef réel du pays, c'est le Premier ministre, issu de la majorité parlementaire. Ainsi, entre 2003 et 2014, il va être Premier ministre de la Turquie, et le président de la Turquie va être un de ses compères, élu par un collège électoral, et en réalité, il n'a pas grand pouvoir. Durant cette période qui précède la présidentialisation du régime turc, la politique étrangère de la Turquie va connaître certains tourments sur lesquels il convient de revenir. L'AKP se sert de la candidature turque à l'entrée dans l'Union européenne pour renforcer son pouvoir, en diminuant les prérogatives de l'armée dans la vie politique turque. En effet, pour entrer dans l'UE, il fallait satisfaire à des réformes démocratiques, et dans les années 2005-2006, l'ambition d'Erdogan est encore de faire entrer la Turquie dans l'Union européenne. Avec les divers refus de la part de Sarkozy et Merkel, qui étaient opposés à cette entrée, ou encore avec l'affaiblissement européen dû à la crise économique de 2008, Erdogan va abandonner cette idée. De plus, cela ne sert plus ses intérêts politiques internes et l'entrée dans l'UE refroidit de plus en plus son opinion publique qui observe avec inquiétude l'acharnement dont sont victimes les pays du Sud suite à la crise de la dette souveraine en Europe. On pensera par exemple à la Grèce avec la fameuse Troïka qui avait mis le pays sous une chape de plomb d'austérité. Tandis que sous le règne de l'AKP, le PIB turc va tripler en 10 ans, les démocraties occidentales semblent provisoirement à la ramasse avec des taux de croissance proches de zéro dans les années 2010. Notons que cette croissance est surtout marquée dans les années 2000-2010 et s'essouffle par la suite. Erdogan décide alors de réorienter la politique étrangère de la Turquie vers l'Orient et l'Afrique. On parle d'ambition néo-ottomane ou encore de patrie bleue, une alliance entre les ultranationalistes et les islamistes conservateurs ou encore de doctrine de la profondeur stratégique. La Turquie d'Erdogan va alors prendre un tournant quasi expansionniste qui va se renforcer avec les déboires économiques des derniers mois. Cette politique agressive vers l'extérieur trouve plusieurs illustrations dont certaines nous touchent directement. Tout d'abord en Syrie, Erdogan intervient pour faire renverser Bachar, ça ne marche pas, il y a des frictions avec les Russes, notamment en 2015. Les Kurdes syriens commencent à occuper la zone frontalière, alors il en profite pour s'ingérer dans le conflit syrien et lance en 2018-2019 une grosse opération militaire, bien soutenue par l'inaction de ses alliés de l'OTAN. Il repousse les Kurdes de la frontière et affronte même l'armée de Bachar en certains points. Aujourd'hui, la Turquie a tout intérêt à maintenir un État syrien faible à sa frontière et soutient les rebelles syriens qui lui sont inféodés. En Libye ensuite, c'est une intervention pour des motifs politiques et économiques. Politique car le gouvernement de Sarraj, qu'Erdogan soutient contre le maréchal Haftar, est le seul allié méditerranéen de la Turquie. Économique, car il a signé pour 25 milliards de contrats avec le gouvernement Sarraj et qu'il a signé un accord étendant le plateau continental turc au détriment de la Libye dans la Méditerranée. Donc en fait, la Turquie va avoir plus de zones exclusives, ce qui va leur permettre l'accès à des matières premières. Ça rappelle l'histoire qu'il y a avec les Grecs en ce moment là qui se disputent pour des zones économiques en Méditerranée. Donc en fait, c'est toujours un peu la même logique. Tout cela explique son intervention en Libye, où il a envoyé des mercenaires syriens formés en Turquie. On est vraiment à fond dans le délire néo-ottoman. Alors en Afrique, ensuite, il y a une influence de plus en plus grande au niveau économique et culturel de la Turquie. Donc on voit vraiment que l'ambition aussi de la Turquie d'Erdogan, c'est d'avoir une influence sur le monde entier en fait, et sur son aire d'influence au sens très large du terme. En 2012-2013, d'autres événements vont changer la donne au niveau interne en Turquie et engendrer une complication de la politique étrangère. Tout d'abord, la rupture avec les Gülenistes, une secte fondée par l'imam Gülen qui était allié à l'AKP à l'origine. Ensuite, une paix est réalisée avec le PKK en 2013. Néanmoins, en 2015, la guerre reprend avec le PKK, donc les Kurdes, à la faveur de deux grands attentats. On soupçonne d'ailleurs le pouvoir turc d'avoir favorisé un retour à la violence pour se renforcer. Cette stratégie n'est pas nouvelle, elle a même un nom, c'est la stratégie de la tension. Mise en place en Italie pour contrer la montée du Parti communiste dans les années d'après-guerre, elle a abouti aux pires attentats de l'histoire italienne, dont celui de la gare de Bologne en 1980 qui fit 80 morts et 200 blessés. Quant à la rupture avec les Gülenistes, elle va aboutir à la tentative de coup d'État du 16 juillet 2016. Là encore, le pouvoir turc va faire d'une pierre deux coups et entamer une répression massive à l'encontre de l'opposition güléniste, mais aussi en fait un peu de tous les contre-pouvoirs.
Des dizaines de milliers de fonctionnaires sont renvoyés, des médias sont fermés. Ceci a pour conséquence plus longue de détériorer les relations avec l'Union européenne et les États-Unis, où l'imam Gülen s'est réfugié. La Turquie est membre de l'OTAN, rappelons-le, elle se retrouve donc dans une opposition géopolitique avec ses alliés sur de très nombreux points. Au fur et à mesure que Erdogan se brouille avec les alliés traditionnels de la Turquie, notamment l'OTAN, en fait, il va renforcer son emprise autocratique sur la Turquie. En 2017, il va y avoir le fameux référendum turc qui acte le passage d'un régime parlementaire à un régime présidentiel. Alors, il faut noter que Erdogan va gagner ce référendum, il va devenir président de la Turquie l'année suivante en étant réélu selon la nouvelle constitution. Et alors, il faut quand même noter que ce référendum n'a recueilli le oui qu'auprès de 51% de la population. Donc on peut voir qu'il y a quand même un gros clivage. Il n'y a que 51% des Turcs qui ont dit oui à l'hyper-pouvoir de Erdogan. Mais à nouveau, il a mis à profit ce clivage qui pouvait exister entre les régions moins développées et les régions plus développées. Alors ce clivage entre les régions rurales et les régions citadines, on le retrouve également dans le référendum de 2014 pour le Brexit. D'ailleurs, j'étais revenu sur ce sujet, sur cette en fait archipélisation de la démocratie, et je vous encourage à aller voir ma vidéo sur le Brexit, dans laquelle j'explique cela. Et donc on voit vraiment qu'il y a le oui et le non est inversement proportionnel au développement économique de la région. Autre symbole de l'hyper-pouvoir d'Erdogan, et vraiment on peut dire un peu de sa mégalomanie, ce nouveau palais présidentiel qui se fait construire dans un style néo-seldjoukide, et il va même prendre des photos avec, vous savez, cette photo là dans les escaliers avec des guerriers ottomans, et donc là vraiment on entre dans le délire sultanat d'Erdogan. Cependant, sur les dernières années, les difficultés économiques se font jour. Il faut savoir qu'une grande partie du pouvoir d'Erdogan en fait vient de l'immense croissance économique qu'a connue le pays dans les années 2000-2010. Et là, à partir de 2017-2016, les difficultés apparaissent. Notamment, la Turquie est très dépendante des capitaux étrangers. Après la tentative de coup d'État de 2016, Erdogan va reprendre la main sur l'économie et il va entre autres faire virer 100 000 fonctionnaires. La monnaie nationale n'arrête pas de dégringoler face au dollar, ça fait maintenant 4-5 ans. Ça s'échange maintenant à plus de 7 livres turcs contre un dollar, alors qu'avant on était dans un rapport de 1 pour 2. Et il faut savoir que ça augmente le poids de la dette turque qui est libellée en devises étrangères. En gros, les marchés financiers qui ont très longtemps soutenu le pouvoir d'Erdogan, aujourd'hui ne lui font plus confiance et il y a une inflation qui est de plus de 10% l'année dernière. Et également, il faut noter que la récession est apparue en 2019 pour la première fois depuis plus de 10 ans. Donc en gros, c'est un peu la merde au niveau économique et ça va engendrer qu'en 2019, l'AKP va perdre les municipales, notamment à Ankara et Istanbul, les deux plus grosses villes du pays. On va voir comment est-ce que la Turquie va réussir à se replacer au niveau économique, est-ce qu'elle va y arriver ou pas. Il y a des opportunités qui apparaissent, par exemple avec le fait que des chaînes de production vont être délocalisées depuis l'Asie et vont se rapprocher de l'Europe. Pourquoi pas en Turquie? On va voir. En conclusion, il faut revenir sur certains points importants. L'un des dangers que représente Erdogan globalement pour les démocraties européennes, si on doit vraiment parler de notre cas, ça va être également par l'infiltration que l'AKP va réaliser dans les communautés turques locales d'Europe occidentale et également au niveau politique. Je pense par exemple à l'est de la France, vers Belfort et tout ça, il y a des grosses communautés turques et il y avait vraiment la volonté d'imposer des candidats de l'AKP aux dernières législatives. Alors finalement ça s'est pas fait, mais c'est vraiment pas passé loin. Également ils infiltrent tous les réseaux culturels. Il faut savoir que par exemple aux Pays-Bas il y a des élus d'origine turque qui sont clairement affiliés à des partis qui sont liés à l'AKP. Donc vraiment, il y a une tentative en fait d'infiltration. C'est un peu comparable à ce que font les Russes en fait. En Europe occidentale, vous savez, les Russes ils contrôlent certains médias, ils donnent de l'argent à certains partis. Donc il y a vraiment cette volonté un peu d'infiltrer les démocraties occidentales pour les influencer de l'intérieur. Et d'ailleurs, on retrouve cette tentation d'Erdogan. Vous savez, quand il a fait ses dernières opérations en Méditerranée, pour lui, en fait, il espère retourner les opinions publiques musulmanes et turques qui sont installées en Europe occidentale pour qu'elles fassent pression sur les gouvernements occidentaux pour ne pas qu'ils agissent contre lui. Également, la victoire d'Erdogan, son succès politique, c'est également finalement un peu la fin du kémalisme et la promotion d'un mode de vie conservateur qui devrait pouvoir s'imposer.
Pour autant, ce n'est pas aussi simple. En effet, ces déboires économiques aujourd'hui semblent de plus en plus les masquer grâce à son souverainisme, à ses opérations militaires extérieures qui sont un peu l'arbre qui cache la forêt. Mais en fait, la société turque et l'économie turque, elles changent. Sa politique, au bout d'un moment, se heurtera à un mur de verre, car la Turquie est tiraillée entre deux héritages, cette république kémaliste, laïque, et également ces relents d'ottomanisme, cet islam conservateur également, cette tentation à l'ingérence. Finalement, ce sont des héritages assez contradictoires, celle de l'État-nation turc et celui de l'Empire ottoman. Il ne faut pas s'imaginer que l'Empire ottoman, c'était uniquement le pouvoir des Turcs, c'était un empire multiculturel, et la Turquie n'était qu'une des composantes, finalement, de cet Empire ottoman. L'une des grandes questions qui vont animer l'avenir de la Turquie, ça va être est-ce que le pays peut continuer de se moderniser sans s'occidentaliser? La Turquie est un pays jeune et de plus en plus le libéralisme économique, je veux dire même le néolibéralisme promu par l'AKP, influence la société. Et on peut pas prétendre avoir un néolibéralisme économique et rester extrêmement conservateur au niveau sociétal. Et finalement, on s'aperçoit que de plus en plus, la société turque tend non pas à se laïciser, mais à se séculariser. Et alors, si l'État est de moins en moins laïque, la société est de plus en plus sécularisée. Et à l'avenir, ça sera la fin de l'islam conservateur, en tout cas en tant que mouvement politique majoritaire en Turquie. Pour illustrer ce point, je vais vous citer Max Weber. L'ardeur de la quête du royaume de Dieu se dilue graduellement dans la froide vertu professionnelle. La racine religieuse dépérit, c'est dans la place à la sécularisation utilitaire. Max Weber dans La vertu protestante. Et j'ai pris ce petit extrait d'une des sources que je vous recommande, que vous pouvez trouver en description. Et également, un des gros défis qui s'annonce pour la Turquie, c'est comment est-ce qu'ils vont gérer les conflits intérieurs et extérieurs. Multiplication des conflits intérieurs et extérieurs. Et alors là, à nouveau, une source de déstabilisation pour le pouvoir d'Erdogan à terme. Si aujourd'hui il en fait une force grâce à son souverainisme, on peut estimer qu'à terme, c'est pas non plus l'idéal d'avoir beaucoup de conflits. Et alors, c'est des questions finalement qui nous rapprochent également Erdogan de Poutine. Et comment, le système poutinien est encore plus autoritaire, contrôle encore plus la société. Mais le système Erdogan s'en rapproche, et notamment avec cette volonté de toujours mettre en avant des conflits intérieurs ou extérieurs pour les instrumentaliser et enlever l'attention de la population des problèmes du quotidien qui, on peut le voir, se multiplient. Alors, quel avenir pour la Turquie d'Erdogan? Donnez votre opinion en commentaire, vous avez une idée de la mienne. Allez, je vous dis à la prochaine, surtout abonnez-vous, on ne le répétera jamais assez, mettez un petit like, et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!